Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre état d'esprit. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant pour réveiller votre envie de vivre vos rêves. Car si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ce jour, je vous propose de venir tanguer sur un voilier avec la navigatrice belge Marie-Amélie Leenaerts. La première partie de cette interview a été enregistrée sur le bateau, aux Açores, alors qu'elle ramenait un voilier depuis les Caraïbes en Europe. Mais c'est surtout de son expérience de la Mini Transat 2019 dont nous vous parlerons. Une course de 4050 miles nautiques, soit 7500 km si vous êtes plutôt terrien comme moi dans vos mesures, en solitaire, sur les plus petits bateaux de course au large, soit des voiliers de seulement 6,50 m de long. Cette interview a été enregistrée à une heure très particulière sur un bateau, mais pas seulement sur un bateau, l'heure de l'apéro. Donc, les bruits de fond que vous entendrez à un moment sont ceux de son coéquipier venu préparer les cocktails, puisqu'ils ont eu l'excellente idée de ramener, tant qu'à faire, du rhum des Caraïbes. On ne vous cache rien. Il y a des jours où on regrette vraiment de ne pas faire l'interview en présentiel. Allez, c'est parti, on met les voiles. Bonsoir Marie-Amélie. Bonsoir Anne B. Écoute, ça me fait très très plaisir de pouvoir parler avec toi ce soir depuis un bateau en plus, donc c'est très approprié. Oui, voilà, je suis aux Açores sur un bateau avec lequel on vient de traverser l'Atlantique depuis les Caraïbes. Voilà, ça devient une habitude pour toi de traverser l'Atlantique alors? Je sais pas si on peut vraiment encore déjà parler d'une habitude, mais tu connais le chemin. C'est la deuxième fois. Ouais. Dans ce sens-là, je l'avais encore jamais fait, donc. Une expérience de plus en tout cas. Bon, on va un peu parler de ton parcours. Donc, tu as été la première femme belge à terminer la Mini Transat, c'est bien ça? C'est ça, oui. Pour ça que tu es connue dans le domaine. Donc voilà, une grande première. Comment ça a démarré pour toi la voile? Eh bien, écoute, ça a commencé à la DEP, sur le lac de Buchenbach. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois où c'est. Oui. Déjà vers l'Allemagne. Et puis aussi, voilà, et aussi sur les lacs de l'Odeur. Mm-hmm. Et donc, j'ai commencé quand j'avais 8-9 ans, lors de stages à la DEPS pendant les vacances scolaires. Et c'est toi qui avais fait la demande ou tes parents avaient trouvé ce stage en disant tiens, ça peut être sympa? Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça. Voilà. Ouais. Brillante mon idée. papa est assez fan de voile. Et donc, on a commencé comme ça avec mes sœurs étant jeunes. Qu'est-ce qui a pu mener des lacs de Buchenbach et de l'Odeur à la Mini Transat? Écoute, il y a quand même, je pense, 25 ans entre les deux. Il y a beaucoup d'expérience. Oui, il y a eu le temps de faire des chemins. Ouais. Mais écoute, j'ai commencé assez jeune la compétition sur des optimistes qui sont des petits bateaux pour les enfants. Donc de mes 9 ans à mes 13 ans, j'avais mon bateau et une de mes sœurs aussi, on faisait de la compétition en Europe, principalement en France, aux Pays-Bas et en Belgique, mais nos parents nous emmenaient tous les 2 week-ends sur ces entraînements. C'était un peu mon sport, si tu veux, d'enfance. Quoi. Ouais. Et puis j'ai arrêté, mais je suis devenue assez vite monitrice à la DEPS. Okay. C'était mon job d'étudiante pendant mes années d'université. Ouais, il y a pire, hein. Ouais, c'était sympa. C'était un bon job d'étudiant. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à naviguer sur des plus gros bateaux, sur des bateaux comme celui sur lequel je suis actuellement, Mm-hmm. et à faire des régates en mer du Nord et en Angleterre, avec un copain qui avait un bateau, qui était skipper. Et puis, petit à petit, je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de devenir skipper, donc j'ai passé mes brevets pour pouvoir emmener des équipages naviguer. Et puis au bout d'un moment, j'avais beaucoup navigué en équipage en régate ici en mer du Nord. Et puis je me suis retrouvée vraiment par hasard à La Rochelle au départ de la Mini Transat 2017. C'est une course qui a lieu tous les 2 ans. Donc moi j'ai participé à celle de 2019. Donc à l'édition précédente, j'étais sur les quais à La Rochelle.
Et j'ai assisté à ce départ et j'ai trouvé ça incroyable parce que 6,50 m, c'est vraiment très petit. Donc, Oui. la mini transat, c'est une traversée de l'Atlantique sur un bateau qui s'appelle un mini, Oui, c'est ça, qui j'allais dire, on va fait expliquer après la mini transat. C'est voilà, pas parce qui que fait c'est une mini référence. traversée du tout, du tout. Non, non, non. Non, c'est C'est la la même, taille du voilà. bateau. Oui, C'est la taille du bateau, c'est des bateaux qui font 6,50 m. Donc, voilà. à l'échelle de l'océan, c'est vraiment petit. C'est pas grand-chose, c'est la coquille noire, quoi. Le bateau sur lequel je me trouve actuellement, il fait 14 mètres, Mhm. 14,20 m, je pense. Donc, c'est voilà, c'est presque plus du double, quoi. Oui, donc ça doit faire des sensations, on doit bien le sentir, l'océan, Ouais, sur ouais, quelque ouais, chose aussi tu le petit. sens bien. Et en Ouais, plus, mais c'est pas la seule chose qui est sportive dans la mini transat, puisqu'on est en train d'en parler. Donc non seulement le bateau est petit, mais en plus c'est sans assistance, c'est en solitaire, c'est. ouais, voilà. Donc, c'est une course où tu es tout seul sur ton bateau, en solitaire. Et la particularité, c'est qu'il n'y a aucun contact avec la Terre. Mhm, Donc, on n'a pas de. Enfin, sur l'océan, le contact que tu peux avoir avec la Terre, il se fait via satellite. mhm, Et là, on n'a pas de téléphone satellite à bord. Parce que, en fait, l'idée, c'est de pouvoir renouer, en fait, avec l'esprit des anciennes transatlantiques avant qu'il y ait un peu une course au sponsor et une course au budget. C'est un sport mécanique, donc au plus il y a du budget, au plus ton bateau est performant et au plus aussi tu sais installer du matériel électronique pour communiquer. Et donc l'idée, voilà, c'est de garder un esprit, on va dire, assez pur. Et aussi le fait justement de ne pas avoir tout ce matériel électronique à bord fait que du coup, tu as une course qui est beaucoup plus abordable financièrement mhm, et qui est accessible à des amateurs comme moi mhm. qui ont envie de découvrir ce sport. Après, t'as des courses plus connues comme le Vendée Globe, je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, 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 que tu as commenté pour la RTBF, oui, récemment. Voilà. Et là, c'est des courses. Bon, déjà, c'est des gros bateaux, donc c'est des gros budgets, mais ils avaient WhatsApp au même titre que moi, j'avais WhatsApp dans mon salon, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. mais pour ça, ils payent beaucoup. C'est très cher d'avoir la data et d'avoir tout. Mhm. Mais donc, la mini transat, c'est sans connexion, sans assistance avec la Terre. Et si tu demandes assistance à quelqu'un, il va être disqualifié, quoi. D'accord. Et donc, tu as vu le départ de ces aventuriers des temps modernes et tu Voilà. t'es Et donc, dit, ah, en 2017, je me suis retrouvée là et j'ai trouvé ça vraiment incroyable de les voir. En plus, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Donc après, j'ai été sur l'eau, assister au départ sur l'eau. ah oui. Et donc, c'est impressionnant de voir ces petits bateaux dans une mer assez formée. Et puis, il y avait des filles. Il y avait je pense une petite dizaine de filles sur les 80 participants et qui avaient plus ou moins mon âge. Et donc, j'étais vachement impressionnée par elles. Et donc, j'ai un peu suivi leur parcours. J'ai suivi la course et puis je me suis rendu compte que c'était des filles qui avaient plus ou moins le même niveau que moi quand elles ont commencé à se lancer dans ce projet 2 ans auparavant. Mhm, Et donc, je me suis dit que si elles pouvaient le faire, peut-être que moi aussi, je pouvais le faire. mhm. C'est comme ça que j'ai commencé à m'identifier un peu et à me dire que peut-être que moi, je pouvais le faire. Et voilà, et je crois que la principale motivation, c'était de vivre un peu une aventure extraordinaire et surtout l'envie d'être un bon marin. Je pense que quand on navigue en solitaire, il faut savoir tout faire. Et voilà, j'avais lu que c'était vraiment une super école de navigation. Et donc, voilà, c'est ce qui me motivait principalement. Ah ouais, plutôt. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette préparation? Tu parlais que finalement, le plus dur, c'était prendre la décision, c'est bien ça, si j'ai bien Ouais, suivi? ouais. Euh, oui, bah, enfin, il y a eu plein de moments difficiles, mais c'est vrai que je pense que le plus difficile, c'était après avoir été à ce départ là de 2017, de me dire tiens, j'aimerais me lancer. Il a fallu plus ou moins 3 mois pour un jour me réveiller le matin et me dire ok, c'est bon, je le fais, et de prendre ma voiture et d'aller visiter des bateaux en Bretagne. Mais ouais, prendre la décision de me lancer dans un truc que je connaissais pas du tout. J'avais jamais fait de mini, j'avais jamais mis de pieds sur ce genre de bateau, j'avais jamais navigué en solitaire et moi j'aime bien tout ce qui est collectif et équipage, donc je me disais, je ne sais même pas si je vais aimer. Ah, C'était vraiment compliqué à faire. Puis à cette époque-là, je venais juste d'avoir 30 ans et je me disais qu'à 30 ans, il fallait peut-être faire autre chose que partir sur ce genre de projet. et Un puis peu les finalement, barrières qu'on non. se met personnellement. Oui, oui. Et donc, puis finalement, mais voilà, j'ai pris la bonne décision. Ah ouais, clairement. Et ton père, alors, c'est lui qui t'avait lancé sur la piste de la voile, il était toujours aussi enchanté de savoir que sa fille allait traverser l'Atlantique? Bah, C'était reçu comment? au début, ça n'a pas été très bien reçu dans le sens où je pense qu'ils sont dit que j'étais un peu folle. Je pense que voilà, ils avaient peur, mais je pense que quand on ne connaît pas, on a d'office un peu peur. Claire, c'est pour ses enfants. Non, après, ils ont adoré. Et puis, je l'ai emmené naviguer avec moi, surtout. Ah ah! Et je pense Mhm. il a bien aimé. Et puis, il a surtout senti que j'aimais ça et que j'étais à l'aise. Donc, je pense que ça l'a mis à l'aise. Ah, c'est chouette.
Alors ça a vraiment pris les 2 ans alors pour construire petit à petit ce chemin qui t'a Ouais, amené un jusqu'à peu la moins, Transat. Mhm. 1 an et demi. Un an et demi. Ben oui, du coup, c'est comme c'est un objectif qui est très très ambitieux, enfin, chose que je n'avais jamais faite, hein, me fixer un objectif si ambitieux. Ben, je m'en suis rendu compte après, mais c'est que tu fais les choses par étapes et que petit à petit, tu commences à faire ta première navigation en solitaire, et puis Mhm. tu fais 10 jours en mer en solitaire, et petit à petit, tu te rends compte que tu prends confiance en toi et finalement, tu y arrives. Mais donc, il faut bien 1 an et demi, c'est très court, et puis je pense que si j'avais eu 2 ans, j'aurais été un peu plus à l'aise. Mais Ouais. ouais, il faut bien tout ça pour préparer parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Pendant la course maintenant, donc d'abord il y a le départ qui est super impressionnant, je pense. Mais il y a 2 départs en fait dans cette mini transat parce que d'abord vous allez jusqu'aux Canaries, c'est ça? Et puis là aux Canaries vous traversez vraiment l'Atlantique. Alors il y a le grand départ, enfin là où il y a beaucoup de monde, et puis il y a un plus petit départ, mais pour un plus grand trajet. Alors comment ça? Ouais, donc c'est en 2 étapes. La Rochelle, Las Palmas, aux îles Canaries, et puis on s'arrête 2, 3 semaines aux îles Canaries. Et puis on repart de là pour aller en Martinique. Et l'arrêt aux îles Canaries, il se justifie surtout parce que c'est pour des raisons météo. On essaye de pas partir trop tard d'Europe. Donc on est parti, enfin, on devait partir le 21 septembre. Mhm. Si on part plus tard, en fait, tu as quand même pas mal de dépressions qui arrivent déjà sur l'Europe à ce moment-là. Et donc, tu as envie de partir avant que toute cette dépression arrive. Parce que Mhm. les grosses dépressions qui viennent dans le golfe de Gascogne, donc là où se trouve La Rochelle, ben, ça amène beaucoup de mer. Donc, c'est compliqué pour des petits bateaux comme nous. Et puis, une fois qu'on est aux îles Canaries, on n'a pas envie de partir trop vite. Parce que en septembre, octobre, c'est la période des cyclones sur l'Atlantique. Tu vois, ces cyclones qui se forment et puis qui arrivent sur la côte est américaine. Et Mhm. donc, on a envie de partir après la saison des cyclones. Donc, quand les alizés, qui sont les vents importants qui vont aux Canaries, sont bien établis, et donc on part plutôt en novembre. Mais en l'occurrence, dans mon cas, il y avait déjà ces dépressions dans le golfe de Gascogne en septembre. Tu vois, Ah on va dire que euh, les choses ne sont plus comme avant au niveau climatique. Il y a déjà des choses qui bougent. Du coup, le départ a été retardé de 2 semaines. On est parti ah. le 5 octobre, je crois. Donc, du coup, j'ai eu toute ma famille. Il y a eu plein de monde ce 21 septembre. On a fait un faux départ. Mhm. Enfin, on a fait un prologue, ça s'appelle un prologue. On a fait un petit parcours d'une journée. Et puis, je suis revenue le soir à La Rochelle, quoi. D'accord. Et on a vécu, parce que c'était pas plus mal, parce que du coup, on a pu faire la fête avec toute la famille et les amis qui étaient venus. Et puis après, on est resté pendant 2 semaines à La Rochelle à attendre le vrai départ. Et tous les jours, on se demandait si on allait pouvoir partir. Et puis le jour où je suis partie de La Rochelle, il n'y avait personne. Mhm. Là, il y avait vraiment personne. Et puis à Las Palmas, j'avais quand même 2 amis qui sont venus pour le départ. Donc j'avais quand même des potes sur place. C'était sympa. Donc voilà. Et alors, c'était quoi l'état d'esprit quand tu fais le deuxième départ? C'est plus dur que le premier? C'est plus facile? C'est comment? Euh, je pense qu'il était plus dur. Enfin, je sais pas, je sais plus. Alors, en tout cas, j'ai eu très difficile sur la première étape euh, parce que c'était la première fois pour moi et que je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'avais quand même pas mal de stress, je pense. Et du coup, j'ai pas du tout bien géré mon sommeil, qui est un truc capital quand tu navigues en solitaire, c'est pouvoir bien gérer ton sommeil vu qu'on dort par tranche de 20 minutes. Ouais, ça j'allais y venir, ouais, c'est impressionnant. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement en plus de problèmes techniques, on n'avait pas de gros temps et tout, que j'ai dormi, je pense, en moyenne 4 heures sur 24 heures. Et Mhm. donc, du coup, le quatrième jour, j'étais Ravagé. complètement HS, quoi. Ouais, ouais, Ravagée. Donc, je pense que tu connais bien quand tu es en manque de sommeil, bah, tu bois vite du noir et il n'y a rien qui va, et puis tu rentres dans un cercle un peu vicieux. Et donc, quand je suis arrivée aux îles Canaries, j'étais un peu au bout. Du coup, j'appréhendais un peu la suite. Je me dis, mais punaise, donc là, j'ai fait 11 jours comme ça. Là, je repars pour 18 jours. Enfin, là, j'ai mis 18 jours pour la deuxième étape, mais je me suis dit, si c'est comme ça de nouveau pendant 18 jours, mais ça va être horrible. J'ai beaucoup travaillé sur mon mental et sur la manière de gérer ma deuxième étape pour que ça se passe bien. ouais. Mhm. Et donc, du coup, j'ai commencé à noter mes siestes pour Mhm. être sûre que je dorme au minimum 6 heures pendant 24 heures. Et en fait, la deuxième étape, elle était géniale parce que j'étais en pleine forme. Enfin, en pleine forme, c'est tout est relatif, hein, mais Ouais, ouais. j'ai vraiment passé une super deuxième étape. Surtout aussi parce que, en fait, tu vas vers le soleil, t'es des alizés, donc c'est vraiment important là, sur l'Atlantique, c'est super agréable en fait parce que c'est un vent qui vient de derrière et qui te porte et il fait beau et
Et puis l'océan, c'est vraiment magnifique. Donc, c'était une meilleure expérience que la première étape, en tout cas. Ouais, t'étais vraiment dedans, comme on dit, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'ai pas vu du tout les 18 jours passés. Ça passe super vite. Ouais, ah carrément. Ah oui, là, tu étais vraiment bien dedans, là. Dans le flow, Ouais, carrément. après, c'est une course, donc il y a toujours plein de trucs à faire. Oui. On s'ennuie pas, quoi. C'est très, très différent de la transat que je viens de faire. C'était dès que tu as un temps libre, tu veux dormir, et puis il faut que tu manges, puis il faut faire ta stratégie. Donc, il faut analyser tes données météo et faire ton plan, toujours faire en sorte que ton bateau soit bien réglé. Et puis, tous les jours, il y a une galère technique. Oui, j'allais dire, Il y t'as a eu de la toujours un casse truc qui aussi, en casse. plus, ouais. Voilà, il y a toujours un problème, toujours un problème. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, et du coup, il faut toujours un peu réfléchir, trouver des solutions, réparer. Donc, voilà. Et t'arrivais à avoir ces pépins petits, moyens qui arrivaient sans te stresser épouvantablement, ou il fallait vraiment faire Non, un petit travail mental pour te dire non, ça va aller. non, ça c'était tellement centré sur ton objectif qui est d'arriver en Martinique, qui est un objectif qui ne date pas d'hier, hein. Donc, ça fait 2 ans que tu travailles pour cet objectif. Donc, dès qu'il y a un problème, qui soit petit ou gros, moi j'étais très orientée solution et assez calme. Et voilà, à chaque fois, j'ai pris le temps qu'il fallait pour trouver la solution. Ok, donc pas un moment de panique ou de découragement horrible, non? Non, Cool. non. Ouais. Bon, après, il y a eu mon découragement, mais dès qu'il y avait le problème, j'arrêtais le bateau et puis je démontais ce qu'il fallait démonter. Et j'essayais de trouver des solutions. Et puis, on est quand même dans la préparation, il y a ça aussi, hein. Dans la préparation, on essaye d'anticiper toutes les casses possibles Mhm. et de se dire, tiens, s'il y a ça qui casse, il faut tel matériel pour réparer, il me faut telle pièce de rechange. Et donc, en général, tu essaies d'avoir tout anticipé. Bon, après, pour être honnête avec toi, les casques que j'ai eus, je les avais pas du tout anticipés, hein. Et ça, je pense que ça, c'est le coup classique quand même. Voilà. Ouais. Mais donc c'est ça, la confiance en soi sur le bateau, c'est d'avoir préparé un maximum, le plus de cas de figure Ouais. possible. Ah, je pense, ouais, je pense que même 2 semaines avant le départ de La Rochelle, je leur ai dit que je me sentais pas prête pour partir parce que j'avais encore plein de choses à faire sur ma job list pour me sentir en confiance. Et puis, bah, le jour du départ, tu te dis, bah voilà, j'ai fait tout ce que je devais faire et je suis en pleine confiance par rapport à mes moyens, Mhm. je pense. Ouais. Ouais, c'est Voilà. chouette. Et puis en fait, je pense que tu prends confiance aussi en toi au fur et à mesure de la course parce que tu te rends compte que bah, tu y arrives, quoi. Tu as réussi à aller jusqu'aux Canaries quand même avec ton petit bateau, c'est quand même un truc pas mal. Et puis sur la deuxième étape, tu fais des choix stratégiques et tu te rends compte que c'est des choix qui payent et que tu gagnes des places. Et donc tu prends encore plus confiance dans en toi, quoi. Et donc voilà, tu continues et c'est plutôt bien, quoi, sur ton bateau. Ouais, Claire. J'ai mes petites filles qui avaient des questions pour toi. Attends, je les ai enregistrées parce que là, évidemment, elles sont au lit, hein. Tu fais pour aller si vite sur un petit bateau? Voilà. Comment on fait sur un Euh, si petit truc pour aller vite? mais c'est petit, mais c'est des bateaux qui sont faits pour ça, pour Mhm. aller vite, en tout cas sur l'Atlantique. Ils sont vraiment designés pour être performants dans les alizés, donc dans ces vents qui viennent vraiment de derrière du bateau et avec des vagues qui te portent. Et donc, ouais, c'est des petits bateaux mais avec des grandes voiles. Ok. Donc, au plus grandes sont les voiles, au plus on va vite. Et ça va. Un grand bateau va quand même plus vite Euh, normalement, donc. Mais bon, pour sa taille, il fait déjà de euh, belles performances. Ouais, ouais. Mais regarde ici, j'ai mis 18 jours avec mon petit bateau et ici, on vient de revenir et j'ai fait 18 jours aussi. Ah bah oui, d'accord. Oui. Tu fais Euh, des pointes à combien de nœuds comme ça? sur mon mini, j'ai fait une pointe à 16 nœuds, je pense. Et donc, un nœud, c'est 1852 mètres, donc tu dois faire à peu près fois 2, quoi. D'accord. Donc, je dirais 25 km/h. Ouais, un D'accord. peu Mhm, plus. mhm. Ouais, Oui, merci de la voilà. traduction pour les non-marins. Entre 25 et 30 km/h, ouais. Ah ouais, Voilà. c'est pas mal, c'est chouette. Et mon autre petite fille, attends, qu'est-ce qu'elle voulait te demander? Est-ce que tu as vu des poissons volants? Ah, plein. Ah, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'elle sait qu'il y a des poissons volants? Mais elles ont préparé un peu l'épisode avec moi. Alors là, ouais, là, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est surtout la nuit. Je pense que c'est la Ouais. nuit parce qu'ils ne voient pas qu'il y a un bateau la nuit.
Et du coup, ils sortent de l'eau et ils atterrissent sur le bateau. Ah d'accord. Donc le matin, en général, soit j'en trouvais dans le cockpit ou parfois j'avais des petits paniers, si tu veux, pour mettre des choses qui étaient accrochés au bord dans le bateau. Et c'était juste à côté de moi, quoi. Et à un moment, je me rendais compte qu'il y avait d'autres de poissons depuis quelques heures et je me suis dit, tiens, ça sent de plus en plus de poissons. Et là, je regardais dans ce petit panier, je disais, ah, mais un poisson mort. Ah, j'ai pêché, tiens. Mais ouais. Mais ouais, il y en a beaucoup. C'est des petits, c'est des grands, c'est de toute taille, hein? C'est petit. Ouais, C'est des c'est petit. petits. C'est des petits poissons. Ouais. Dans beaucoup de sports du niveau compétition, on entend parler de présence et de vivre le moment présent. Et je te l'ai entendu le dire aussi dans d'autres interviews. C'est quoi cette nécessité et comment ça se traduit chez toi? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans le moment présent? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas... Bah, enfin, je pense que c'est impossible de ne pas être dans le moment Ouais. présent quand on est en course. Oui, c'est ça. Ah ouais, non, et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'être dans le moment présent que d'être sur son bateau en pleine course parce que tu es tellement concentré sur ton objectif et sur le fait de faire avancer vite ton bateau que tu vis vraiment en harmonie avec ce bateau, avec l'environnement, avec toi aussi, avec ton corps. Donc c'est très puissant, ouais, c'est très chouette. Mhm. Après, je pense que tu peux l'avoir dans d'autres sports, hein, quand tu fais de l'escalade aussi, ou dans plein d'autres sports, mais là, le fait d'avoir cet objectif de course, je pense que tu es vachement centré là-dessus. Ici, j'étais en croisière pour la transat que je viens de faire. Ouais. Et en croisière, tu as quand même le temps de laisser un peu évader ton esprit vers plein de choses, Mhm. vers le futur, vers le passé, voilà, ce qui va se passer quand tu vas arriver. Alors que en course, non. En course, tu es vraiment très, très présente. Ouais, mais c'est justement ça. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui font de la compétition d'ici. À partir du moment où tu t'imagines déjà à l'arrivée ou que tu es déjà trop loin, dans ta tête, ça marche pas. Il faut vraiment rester ici maintenant, le truc devant toi Ouais. et pas aller un jour Ouais. plus loin ou 5 kilomètres plus loin ou 5 mètres plus loin d'après le sport, quoi. Mais Ouais, c'est ouais, quelque c'est ça. chose qui revient Ouais. souvent. Mais c'est une bonne réflexion parce que j'avais jamais vraiment analysé. Enfin, le fait d'analyser maintenant avec la transat que je viens de faire maintenant, de se dire tiens, c'est vrai que l'avantage course, faire la course a aussi un côté avantageux pour ça. Parce que je trouve que c'est assez puissant quand même comme expérience de vie, quoi. Quel est ton plus gros kiff pendant une course? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces souvenirs de mini transat, par exemple? Il y a des moments comme ça qui sont un peu qui restent dans ma mémoire. C'est ces moments où, plutôt en général au coucher de soleil ou au lever de soleil, il y a quand même un truc là avec ce soleil, où tu es à la barre et tu as quand même cette sensation de vitesse et de conduite du bateau dans les vagues et dans du vent assez fort et le bateau qui surfe et qui plane sur les vagues et tu vois le soleil. Et puis en général, j'avais la bonne musique avec moi. Ça, c'est quand même des moments qui restent. Je me souviens d'un moment aussi assez particulier. Je sors du bateau la nuit pour voir que tout va bien. Et puis là, je vois le ciel qui était juste incroyable. Enfin, il y avait des étoiles un ciel étoilé comme j'avais jamais vu. Tellement il y en avait beaucoup. Tu vois, quand tu vois la Voie lactée, parfois quand tu vois la Voie lactée, la Voie lactée puissance 10. Oui. Je pense que j'en ai même pleuré au moment tellement c'était beau. Je suis restée, du coup, je me suis couchée là dans le bateau, je suis restée là à regarder le ciel. Ça, c'était un chouette moment aussi. Oui. Ouais, ça reste quand même les moments, je pense, où tu es seule face à ce spectacle de la nature. Là, c'est quand même. Tu te dis que tu es quand même assez privilégié, que première loge pour voir un truc assez exceptionnel. Du coup, je pense que tu ressens très fort cette connexion avec la nature, tu la vis fort. Ouais. Ouais, ici, de nouveau, durant la transat que je viens de faire, on était 3. Et je pense que j'étais contente la nuit quand, si tu veux, on fonctionne par quart. Donc, un quart, c'est que tu dois être réveillé pendant que les autres dorment et être vigilante, regarder que tout se passe bien. En fait, je pense que mes moments préférés, c'était quand j'étais de quart et que j'étais toute seule. Ouais, je peux Même comprendre. si j'aime beaucoup prendre l'apéro avec les autres, faire tout ce qui, voilà, c'est très chouette aussi, mais être face à la nature toute seule, c'est quand même très chouette. Mais tu l'as aussi quand tu vas, je pense, te promener dans les montagnes tout seul. Ouais. Je suis aussi fan de promenade en solitaire, en nature, oui. Voilà. Mais Ouais. comme toi, pas l'apéro en solitaire. Il y a Oui, non, pour là, tout. l'apéro, c'est quand même sympa. Je crois qu'il d'accord. y a un mot que tu aimes, c'est audace. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? J'avais appelé mon projet Marin d'audace parce que je m'étais dit j'ai envie de mettre en avant une valeur. Et finalement, j'ai choisi ça parce que
c'est une valeur dans laquelle je crois beaucoup parce que je pense qu'on doit pouvoir, je pense que la vraie réussite en tout cas ou le vrai bonheur, il vient quand on est vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire dans ses tripes et que, pour pouvoir, écouter ce qu'on a dans les tripes et puis surtout prendre des décisions pour suivre ses tripes, il faut un peu d'audace. Ah. Et ça n'a pas toujours été mon cas, hein, donc je pense que voilà, ça demande un peu d'audace de se dire ok, je me bouge un peu les fesses pour faire ce que je ressens vraiment au fond de moi. Et puis j'avais choisi ça aussi parce qu'avant je travaillais, à ce moment-là, je travaillais pour une organisation qui s'appelle Ecores et qui accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies de développement durable, enfin des entreprises et des communes et des territoires. Et que je trouve aussi que quand, en tant que décideur politique ou d'entreprise, tu dois aussi avoir de l'audace pour emmener tes équipes et emmener ton entreprise vers quelque chose de plus durable et d'aller parfois à contre-courant de certaines choses. Voilà, ça demande aussi pas mal d'audace et j'ai l'impression que dans mon métier, c'est ça qu'on a amené aussi chez les gens qu'on accompagnait. Donc voilà, c'était un peu ça que ça a évoqué. Ouais, super. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis, effectivement. Je pense souvent que le monde irait bien mieux si les gens écoutaient un peu plus leur trip. Donc, j'aime Ouais. beaucoup ton idée d'audace. Et qu'est-ce qui t'arrive à faire surmonter quand justement la peur est un peu dans la balance avec l'audace? Comment tu arrives à faire pencher du côté de l'audace? C'est une bonne question, c'est ça qui fait que c'est difficile. Oui, justement. Comment fais-tu pour te lancer sur une coque de noix sur l'océan en disant bah, si, ça va aller? Même pas peur. Comment est-ce que j'ai fait? En tout cas, je dirais que au plus tu fais preuve d'audace et au plus tu prends des décisions comme ça qui te dépassent un peu ou en tout cas qui te bousculent, au plus c'est facile, je pense. Ouais. Donc je pense sincèrement, ça a été très dur à ce moment-là de prendre la décision. Mais tu vois, depuis que je suis rentrée, j'ai quitté mon boulot et c'est vrai que c'est peut-être encore un plus grand pas dans l'inconnu que la mini transat et bizarrement, j'ai pas eu trop de mal à le faire. Ouais. Donc je pense que ouais, c'est ça, hein, c'est de petits pas, au plus on peut prendre des décisions qui nous bousculent comme ça, au plus on se rend compte que finalement c'était la bonne décision et ça nous donne confiance, dans le fait de s'écouter. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est important de rester à l'écoute et puis après je pense que la raison elle est importante aussi, hein, donc il y a beaucoup de sage et voilà, il y a beaucoup Parfois, on a d'intelligence. peur pour de bonnes raisons. Voilà, il y a Mais beaucoup d'intelligence dans la raison, mais je pense qu'il y a beaucoup de sagesse aussi dans les tripes, dans les émotions, tout ça. Donc, je pense qu'il faut essayer de. J'ai l'impression que c'est un truc qui s'entraîne, en fait, tu vois. oui, l'audace comme un muscle. Ah, super. Ouais, tu vois, voilà, je pense que c'est un truc on peut s'entraîner pour ça, je pense. Extra. Ah, j'aime bien le concept. Ouais, ça me parle bien. Et maintenant, alors, qu'est-ce que tu vois qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça... Outre, bien sûr, voilà, une perspective d'aller de plus en plus dans ce sport, visiblement. Mais point de vue état d'esprit, juste, voilà, peut-être plus avoir moins peur, foncer Ouais. plus. Bah, ça a changé beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Je pense simplement pour porter des projets seule. C'était le premier projet que je portais toute seule et je pense que c'est aussi la première fois que j'allais à ce point-là au bout des choses. Quand tu as choisi de faire un truc et tu as envie d'aller au bout, voilà, vraiment aller au bout des choses, ça m'a donné ce sentiment de se dire que tu es capable de le faire. Et donc, du coup, tu es capable de faire plein d'autres trucs. Ouais. Ça te donne vraiment une liberté d'entreprendre tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et donc, ça, c'est quand même très, très libérateur. Je pense que j'ai toujours eu envie d'entreprendre des trucs. Mais avant la mini transat, j'ai toujours fait ça avec des gens. En tout cas, je me rapprochais de certaines personnes avec qui je partageais des intérêts communs en me disant tiens, on pourrait faire tel projet, que ce soit entrepreneurial ou associatif ou n'importe quoi. Mais j'ai rarement porté un projet toute seule. Et puis là, maintenant, je pense que je porte mes projets toute seule et je suis assez à l'aise avec ça. Voilà. Je pense que ça apporte ça, la liberté de porter des projets, d'entreprendre ce que tu veux. C'est ici qu'on quitte le bateau. En effet, on a enregistré cet épisode en 2 fois. Et c'était une très bonne chose, car Marie-Amélie étant quelqu'un de vraiment sympa, j'ai ainsi eu le plaisir de lui parler 2 fois pour cet épisode. En plus, après le premier enregistrement, j'avais des tas de nouvelles questions pour elle.
La deuxième partie a été enregistrée toujours à distance, mais cette fois en direct de sa terrasse. Et oui, il faisait beau. Vous n'entendrez donc plus son coéquipier préparer des cocktails, mais quelques chants d'oiseaux, voire un avion au loin. Et les travaux de son voisin. Voilà pour l'ambiance sonore. Mais nous retrouvons surtout la voix de Marie-Amélie et ses réponses tellement intéressantes que même en 2 fois, cela m'a encore semblé trop court. Je suis peut-être un peu gourmande sur ce coup-là, j'avoue. Mais en parlant de gourmandise, on aborde le sujet dans quelques instants. Alors, un truc pas indispensable que tu prends avec toi dans toutes les courses. Est-ce que tu as un truc fétiche, un truc que tu... C'est une bonne question. Pas indispensable. Le truc, c'est que sur une course, on est censé prendre que de l'indispensable, hein, vu que le poids est important. Au plus le bateau est léger, au plus on va vite. Bah écoute, j'ai pris, mais pour moi ça me semble être indispensable aussi. J'avais un petit gris-gris, tu vois, un petit porte-bonheur que m'avait donné ma nièce, un petit dauphin rose qui avait perdu sa nageoire dorsale, que m'a donné ma petite nièce avant de partir, et je l'ai mis sur ma barre, tu vois, donc il était sur la barre, donc le gouvernail, pendant toute la traversée, et je lui ai rendu à la fin. Donc c'est son petit dauphin qui a traversé la traversée. C'est trop chouette. Voilà. Mais il a quand même pas retrouvé. Elle m'avait dit qu'elle espérait qu'il retrouverait sa nageoire, mais j'ai pas retrouvé de nageoire. Oh, ça c'est mignon. Voilà. Une histoire ou une phrase qui te booste, un truc qui te fait du bien au moral. Quand tu as un moment de creux ou quoi, il y a pas une phrase qui te dit allez Marie-Amélie, quand tu es sur le bateau et que... Je dirais pas que c'est une phrase qui me booste. Ce qui me booste, c'est plutôt ce qui m'entoure. Les gens et la nature autour de moi et la vie. Je pense de manière générale, quand je vois la vie, quelle qu'elle soit autour de moi, ça me booste. Voilà. Ouais, bah justement là, il y en a, on entend très bien l'oiseau qu'il y a dans ton ça va nous mettre une ambiance très nature, c'est bien. Ouais. Alors là, évidemment, c'est un documentaire dont on va certainement reparler, qui m'a tuyauté, mais un petit plat qui te met le moral au beau fixe en mer. Parce que j'aime beaucoup, il y en a peut-être plusieurs, mais celui dont je me rappelle qui me boostait, c'était le porridge le matin. J'en mange d'ailleurs ici en temps normal dans ma vie, mais là-bas j'avais pris si tu veux, du porridge lyophilisé, donc c'était dans des paquets déjà préfaits, donc tu les achètes comme ça, et ils ajoutent, si tu veux, en plus de l'avoine, et en soi je pourrais faire mon porridge moi-même sur le bateau, hein, mais ils ajoutent déjà du lait en poudre et un peu de sucre et des myrtilles sèches. Et donc comme c'est bien sucré, je pense que c'est vraiment très bon. Mais parce que moi quand je me fais mon porridge ici, je pense que je mets pas spécialement de sucre dedans, tu vois, donc Oui, mais donc forcément ça paraît. Ça c'était vraiment un bon petit plat. D'accord, ouais. Ça m'avait beaucoup fait rire quand tu disais ouais bon, c'est malin, j'ai mangé tout ce que je préfère au début, maintenant il me reste plus que les trucs qui craignent un peu. Ouais, j'avais mal géré ma nourriture, ouais. Ta gourmandise, tu veux dire? Exactement. Ta nourriture, on avait assez. Oh oui, non mais je l'assume, je suis bien gourmande. Alors, un petit rituel qui fait du bien sur le bateau, c'était justement de préparer ton petit porridge, ou il y avait d'autres choses qui disaient un moment qui... T'avais un petit rituel comme ça, un truc où tu disais ça c'est mon petit moment, c'est ma minute. Se laver. Se laver, ça fait du bien en fait. Se laver, surtout quand il fait très chaud, qu'il fait 30-35 degrés, ça fait du bien. Ouais. Enfin, on se lave pas tous les jours, donc le jour où c'est le jour de la douche, c'est toujours un bon moment. C'est le jour du bain, comme on dit ici pour rigoler, mais là-bas c'est vraiment le cas. Le jour de la douche. Après, malheureusement, tu vois, c'est le genre de truc, tu te laves et une demi-heure après, t'es déjà en train de transpirer, donc voilà. Oui, c'est ça. C'est pour la beauté du geste. Oui. Alors, le meilleur conseil à ne pas suivre quand on monte un grand projet comme ça, ne pas écouter quand on vous dit que... Est-ce qu'il y a des conseils à ne pas suivre? Que c'est pas une bonne idée. Tu l'as entendu beaucoup, ça? Oui, quand même, oui. Mais je pense que de manière générale, quand on te dit que ce que tu vas faire n'est pas une bonne idée, c'est peut-être bien une bonne idée. Parce que personne d'autre ne l'a fait. Super, parce que j'ai eu beaucoup de sceptiques aussi par rapport à... Tu vas commencer quoi? Un podcast? Donc voilà. Eh bien, je suis très contente de savoir qu'il ne faut rien écouter. D'ailleurs, je ne le regrette pas. Hein. Ouais. Tu m'as transmis un très beau documentaire fait par un ami à toi, Julien Charpentier, et qui raconte ta course. Cela s'appelle Alone Together. Tu peux nous expliquer le choix du titre? Oui, donc Alone Together. Hein, donc, c'est très beau, je trouve. Tout seul, ensemble. Très belle traduction française. Oui, merveilleux. Tu as raté ta carrière de traductrice. Ouais. C'était mes études initialement, Anne-B. Ah ouais? Ben moi j'ai fait les Germains, tu vois.
Moi aussi. Donc, Alone Together, c'était juste l'idée de se dire que oui, c'est une traversée de l'Atlantique en solitaire et surtout une préparation en solitaire. Mais du coup, j'étais pas seule, enfin, en tout cas, ça aurait été quasi impossible de le faire seule et j'ai eu l'aide de beaucoup d'amis et aussi d'autres marins, les ministes, les gens qui participent aussi à la mini transat. Il y a beaucoup d'entraide entre nous parce qu'on est tous seuls et donc sur l'océan en tant que tel, tu vois, j'ai eu pas mal de problèmes techniques. Il y a eu un moment où j'ai eu un gros souci, où j'ai perdu un de mes safrans, donc qui est un peu comme si tu perdais ton guidon de ton vélo, hein, le gouvernail. Et du coup, il y a un des copains qui était pas loin, qui s'est arrêté et qui est resté à côté de moi, enfin pas trop loin en tout cas, pour me soutenir plutôt moralement, et donc ça c'était quand même important. Oui, ça j'avais été très impressionnée. Vous êtes en pleine compétition et il y a quelqu'un qui prend, je crois qu'il a pris plusieurs heures pour être sûr. Une douzaine d'heures, un truc comme ça. Oui, ouais. c'est 12 heures qu'ils disent dans le documentaire. J'étais très impressionnée, je me dis alors il y a une solidarité comme ça dans la course. Quand quelqu'un est dans la mouise, tant pis pour la compétition, on perd du temps, c'est pas grave quoi. Ça m'avait beaucoup impressionné. C'est toujours comme ça ou Oui, je pense qu'en fait la compétition elle laisse vite place, oui, comme tu dis, à la solidarité quand t'es tout seul au milieu de l'Atlantique. Mm-hmm. Enfin, je pense, ça m'est pas arrivé, mais je pense que j'aurais fait pareil si ça lui était arrivé à lui. Et on se connaissait aussi, il faisait partie de c'était un ami, on a préparé nos bateaux ensemble, on faisait partie du même pôle, la même ville en fait en Bretagne. Mm-hmm. Donc on s'est entraînés ensemble toute l'année avant la transat et on était souvent ensemble avec les autres copains, donc voilà, c'était sympa qu'ils s'arrêtent. Ah ouais, vachement. Et d'ailleurs, tu dis, tu parles beaucoup de la présence des autres. C'est très important d'avoir des gens autour de soi, même pour un projet solitaire. C'est ça. Il y a eu beaucoup de moments de doute, hein. C'est un projet qui est difficile à mettre en place et j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Il y en a qui m'ont aidé pour chercher des sponsors, d'autres qui m'ont aidé pour faire la communication pendant que j'étais en mer. Tu vois, quelqu'un qui animait un peu ma page Facebook, un ami. Mes parents, mes sœurs, mon frère. J'ai eu pas mal de soutien. Okay. Et puis plein d'autres gens, on oublie plein, mais des personnes qui ont parlé du projet pour que je puisse trouver des partenaires, qui ont organisé des rencontres. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Oui, tu dis d'ailleurs dans le documentaire, il y a eu beaucoup de moments de galère et de doute, et c'est l'énergie des autres qui m'a porté. Ouais, voilà, ouais. C'est un peu ce que je te disais quand tu me demandais ce qui me booste. Je pense que c'est un peu les autres autour de moi qui me boostent vite. Oui. Tu racontes dans le documentaire que tu avais parfois contact radio avec les autres. Alors bon, c'est pas tout le temps le contact radio ? Non, parce que donc on communique avec une VHF, qui est un peu une radio courte portée, on va dire. Donc tu peux communiquer avec des bateaux qui sont dans un périmètre de 15-20 milles nautiques, donc je dirais 30 km grand maximum. Et encore, je suis déjà bien gentille là. D'accord. Donc du coup, si tu es tout seul dans ce périmètre-là, mais tu pourras pas communiquer avec beaucoup de monde. Ok. Ouais. Vous receviez quand même le bulletin météo. C'est la seule chose que vous aviez. Vous receviez le bulletin météo, contact avec la Terre tous les jours. Et alors, il était annoncé par une musique de James Bond. Alors ça, j'ai trop aimé. Ouais, on l'entend dans le documentaire. Oui, tout à fait. C'était trop génial. Alors, toujours dans le documentaire, on entend ton amie Elisa te rappeler de te clipper tout le temps. Tu peux nous expliquer, oui. Donc, on s'attache tout le temps dès qu'on est dehors. C'est une des premières choses qu'on dit quand on arrive sur un projet de mini-transat, c'est qu'il faut toujours s'attacher, parce que si on tombe à l'eau, t'es mort. C'est ce qu'on entend le plus souvent, parce que si tu tombes, tu vas t'éloigner de ton bateau assez vite. Normalement, il y a un système qui fait que le bateau peut se mettre face au vent si tu as pris la télécommande sur toi, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, il vaut mieux être attaché pour pas tomber dans l'eau. Et en plus, si tu tombes à l'eau, normalement, on a aussi une espèce de balise qui envoie un signal aussi VHF, donc dans un périmètre de 30 km, pour que quelqu'un puisse te retrouver s'il vient vers toi, mais voilà, c'est pas garanti qu'on te retrouve, c'est très très difficile de retrouver quelqu'un dans une mer, surtout une mer qui est assez formée, où il est déchaîné. En général, quand tu tombes à l'eau, c'est quand il y a de la mer et qu'il y a du vent, et pas quand il fait calme. Donc, donc vraiment pas les bonnes conditions pour être retrouvé. C'est très dangereux. Ouais. Il y avait une grande navigatrice à qui c'était arrivé, on l'avait retrouvée, mais Florence Artaud. C'était pas Florence Artaud. Ouais, Florence Artaud, elle avait raconté, c'était bien la galère. Ouais, je me rappelle bien, elle a pu appeler sa maman avec son portable. Oui, c'est ça. Qui était dans sa poche et c'est comme ça qu'elle a prévenu les secours. Mais du coup, elle était pas loin des côtes pour pouvoir faire ça, pour avoir une portée GSM. Ouais, mais déjà comme ça, il était temps que quelqu'un arrive parce qu'elle était en hypothermie et tout. Ouais, donc c'est un réel danger. C'est vrai que c'est pas le premier auquel on pense quand on n'est pas marin, quand on n'est pas la vision qu'on a à l'extérieur. Et puis après, c'est vrai quand tu le sais, c'est tout à fait logique, mais ouais. Ouais, donc du coup, on est attaché tout le temps quand tu dors, même quand je me lavais en fait, j'avais juste un simple harnais, comme un harnais d'escalade si tu veux, mais aussi qui passe sur les épaules et puis j'étais attachée tout le temps. Ah oui, même quand tu dors. Ah bah oui.
Même à l'intérieur, parce qu'en fait, si le bateau se couche éventuellement pendant que t'es en train de dormir et qu'il y a une situation un peu urgente à régler, et en général dans une situation urgente, tu penses pas à t'attacher, et donc il vaut mieux être attaché avant de sortir, comme ça t'es sûr qu'il y a pas de problème, quoi. D'accord. Et alors pour terminer, j'ai envie de te citer, c'est toujours tiré du documentaire de Julien Charpentier, c'est un passage où tu réponds à la grande question, qu'est-ce qu'on est venu chercher en traversant cet Atlantique ? Alors tu dis, il y a des moments géniaux, puis il y a eu des moments super durs, mais je pense que ce que je suis allée chercher, c'était ça. C'était sentir que tu es vivant, que tu vis à fond et que tu n'as pas envie d'être ailleurs à ce moment-là dans ta vie. Tu es juste là où tu as envie d'être et c'était génial de sentir ça. Une fois qu'on a ressenti je suis exactement où j'ai envie d'être ici et maintenant, je vis exactement ce que j'ai envie de vivre, on n'attend plus qu'une chose, c'est de recommencer, non ? Alors, quels sont tes prochains objectifs ? Oui, en tout cas, c'est clair que ça amène beaucoup de liberté d'entreprendre plein de projets par la suite, de dire tiens, j'ai réussi à me lancer dans un projet qui me semblait complètement fou et inatteignable au début, et donc tu te dis que, je dirais pas que rien n'est impossible, mais presque. En tout cas il faut suivre notre intuition et voir un peu ce qu'on a envie de faire et se donner les moyens d'y arriver. Et ouais, donc ce qui est prévu pour la suite, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est scientifique, tout ce qui est lié à la science des océans, et voir un peu comment est-ce que moi, avec mon profil de navigatrice, mais aussi de communicante, je pourrais amener un peu tout ce qui est sensibilisation et vulgarisation scientifique au moyen d'un voilier qui serait dédié à la recherche. Mais voilà, c'est encore un projet très flou et très lointain, mais je cherche en tout cas à travailler plutôt vers ça. Ah, c'est chouette comme tout ça. Et d'autres courses à l'occasion ou... Alors, je participe encore à des courses, mais on va dire que c'est plus sporadique. Là, ici, après-demain, je pars faire de nouveau une course en mini. Donc, sur mon ancien bateau, c'est le nouveau propriétaire du bateau qui m'a invité pour faire une course en double. Ah, d'accord. On part de Douarnenez, qui est à la pointe de la Bretagne, la pointe est, l'extrémité ouest de la Bretagne, et puis on monte en Irlande, tourner autour du phare du Fastnet, qui est un phare mythique pour les marins, et on revient à Douarnenez. 4 jours. Ouais. Ah, génial. C'est très chouette quand on envoie un email à quelqu'un qui est en mer comme vous, si on est plusieurs comme ça, et puis tu envoies un email et en retour, tu as je suis sur mer pendant 14 jours, je répondrai à mes emails à mon retour. On se dit ah, ça fait déjà rêver. Vraiment. Eh bien, un tout grand merci pour tes réponses et pour ton temps. Ça a été chouette. Merci à toi, MB, pour l'opportunité aussi. C'était chouette d'avoir une partie des questions sur mer, une autre sur terre. Et c'était un réel plaisir en tout cas. Avec plaisir, merci à toi. Marie-Amélie et Julien Charpentier vous donnent accès au documentaire Alone Together qui a été fait à l'occasion de la Mini Transat et auquel j'ai fait référence plusieurs fois pendant cet épisode. Un grand merci à eux pour cette faveur qui est accordée à nos auditeurs. Et je vous conseille vivement ce documentaire pour vous mettre de belles images plein les yeux et revivre intensément la Mini Transat aux côtés de Marie-Amélie Leenaerts. Vous pouvez le regarder sur Vimeo pendant tout le mois de juillet avec le mot de passe Storylific. Le lien direct vers le documentaire est sur le site web storylific.com sur la page consacrée à Marie-Amélie, ainsi que dans les notes de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à eux pour ce joli cadeau. Tant qu'on est dans les remerciements, merci à Sophia du Créo, ASBL qui aide les porteurs de projets à impact positif sur la société et l'environnement. C'est grâce à elle que j'ai eu le contact avec Marie-Amélie. Et enfin, merci à mes premiers contributeurs sur Patreon. Outre votre contribution, vous savoir à mes côtés pour cette aventure du podcast fait vraiment du bien. Alors Xavier, Pierre, Jason et Audrey, merci d'être là. Cet épisode vous a plu ? Parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à Storylific sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée, à lui mettre une évaluation et à laisser un petit commentaire. Cela aidera énormément à le faire découvrir par d'autres. Votre support est inestimable, car plus il y a d'oreilles, plus nous pourrons planter des arbres. Le projet résonne en vous ? Vous voudriez aller plus loin ? Welcome ! Vous pouvez faire un micro-don sur Patreon. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites pousses font de grands arbres. Toutes les infos sont sur le site web storylific.com. Vous trouverez également sur le site les liens vers les photos, vidéos et autres infos de l'invité dont nous vous parlons dans le podcast. Le lien direct se trouve dans les notes de l'épisode. À bientôt!